Bonjour. En ces temps de confinement, j'ai eu envie de vous ouvrir des portes, une sur chacun de mes romans. Des portes pour vous évader vers des histoires, des univers différents. Je vais donc vous lire au fur et à mesure le premier chapitre de chacun de mes livres. Je ne peux pas vous lire plus, hein. Et je vais commencer tout à fait prosaïquement par le premier que j'ai écrit, La Damoiselle d'Aguilar. Il est sorti en 1996. À l'époque, j'ai vécu une période un petit peu compliquée et j'ai eu besoin de m'évader par l'écriture, donc déjà. Et je me suis lancé un défi, est-ce que je suis capable d'écrire quelque chose qui ressemble à un roman? C'était même pas dans l'idée d'être publié, pour moi c'était même pas imaginable. Et pour ça, j'ai pensé à une saga que j'adorais, que j'adore toujours d'ailleurs. Il y en a qui la connaissent peut-être, c'est Robert Merle, Fortune de France, que je lisais régulièrement. L'histoire d'un gentilhomme huguenot du Périgord, Pierre de Surac, qui est médecin et dont pratique à la cour des rois de France, Henri III et Henri IV, pendant les guerres de religion. Il y avait une seule chose qui m'énervait dans cette saga, c'est que les femmes y avaient un rôle essentiellement horizontal. Le repos du guerrier, si vous préférez. Et donc, il m'arrivait souvent de lui inventer un personnage supplémentaire, donc qui dame le pion de Pierre de Siorac et qui soit aussi bonne, si ce n'est meilleure que lui en médecine. Donc, quand j'ai voulu écrire, j'ai repris cette idée et je l'ai déplacée dans le temps, en fait, pour au Moyen-Âge, parce que j'avais un autre souvenir, et là aussi, certains vont peut-être reconnaître ce manuel d'histoire de cinquième. Eh bien, si vous avez été en cinquième en même temps que moi, vous avez eu ce manuel à la page 40. Vous verrez, là, c'est un petit peu petit pour vous le montrer, mais il y a la reproduction d'une miniature persane, médecin arabe opérant son malade sous anesthésie. Et ça se passait au Moyen-Âge. Vous avez sans doute à l'esprit que voilà, la guerre de sécession, la Première Guerre mondiale même, on amputait les malheureux blessés à vif, hein. On leur donnait un coup de gnôle et puis un bout de bois entre les dents à serrer très fort et puis adieu va. Eh bien oui, certains médecins de la sphère d'influence arabe étaient capables de faire des opérations, même de la parotomie, etc., sous anesthésie au Moyen Âge. Et donc à partir de là, j'ai imaginé un personnage féminin, donc Agnès de Montclar, qui aura appris la médecine arabe et qui va l'exercer dans le monde du XIVe siècle, dans les Corbières, donc au nord du département des Pyrénées-Orientales. Et je vais vous lire donc le début de ce livre, La Damoiselle d'Aguilar, je chausse les lunettes. J'ouvre le livre et ça commence. C'est à la fin de l'hiver allant du Seigneur 1357 que la damoiselle arriva à Aguilar. On était 2 jours avant la quadragésime, c'est le premier dimanche de carême. La tramontane hurlait au flanc du Toche et sous les portes solidement verrouillées des masses. Il était l'heure que l'on nomme entre chien et loup, celle où tout prend une teinte comme plombée, où le blanc des roches calcaires parsème d'écume la garrigue envahie par l'obscurité. Jahoumet le berger jura avoir vu monter vers le castrum une procession de fantômes sans visage, enveloppés de capes couleur de nuit et chevauchant des montures tout droit sorties de l'enfer. Bon, personne ne l'avait cru, bien sûr. Depuis que la foudre était tombée 11 ans auparavant sur l'olivier qui abritait le pastour des pluies d'automne, le vent avait ses entrées libres dans la cervelle du pauvret, où ne résonnait plus que l'écho des sonnailles de ses moutons. Le fada, c'est ainsi que l'appelaient les vilains drôles du village, ne se sentait bien désormais qu'en compagnie de ces bêtes, dont il avait l'esprit simple et peureux. Il avait monté de ses mains une cabane de pierres sèches dans le repli d'un rocher juste sous Donneuve, et c'est du fenestrou de son refuge que l'Innocente fut le premier témoin de l'arrivée de la sorcière et des siens. Le lendemain, des gamins en maraude dans les broussailles au pied du rempart des châteaux s'en vinrent, courant et se bousculant, clamer au seuil de toutes les maisons de Tuchan qu'Aguilar était à nouveau occupé. Ils avaient aperçu des silhouettes sur la tour ouest, au-dessus de la chapelle. Le petit Bertrand Larocque se vanta même d'avoir entendu, en se glissant près de la poterne, le martèlement sonore des sabots des chevaux à l'attache dans les lisses. Les rires qui avaient salué le récit halluciné du berger se turent. C'était donc vrai. Aguilar n'était plus une coquille vide et abandonnée. La forteresse royale, maillon extrême de la chaîne des châteaux qui, du haut des Corbières, gardait la frontière avec la Catalogne, s'était éveillée de son long sommeil. Autour de la fontaine, où elles venaient plusieurs fois par jour remplir leurs cochons de terre vernissée, les commères faisaient aller leur langue avec entrain. Même les hommes, d'ordinaire dédaigneux du clabaudage des femmes, s'attardaient sur la place. La grande peste avait cruellement endeuillé le pays. Depuis les enfants au maillot jusqu'aux grisons desséchés par de trop nombreux étés, la malmort avait fauché large.
Mais elle semblait avoir eu un appétit particulier pour le sang neuf et vigoureux. La jeunesse avait payé le tribut le plus lourd à la noire exterminatrice. Les défenseurs d'Aguilar ne furent point épargnés, et ceux qui ne succombèrent point s'en retournèrent chez eux, abandonnant la livrée des gendarmes pour celle du paysan. La terre manquait de bras et la famine menaçait ceux qui avaient échappé à l'apocalypse. La houe et la charrue étaient de meilleure usance que la pique ou l'arbalète. L'Aragon était calme. Après des années d'intrigue, Pierre IV le cérémonieux était parvenu à ses fins, engloutissant le malheureux royaume de Majorque pour réunir sur son front les deux couronnes. Le bon roi Jean, nouvellement monté sur le trône de France, pensait pour sa part davantage à se démêler avec l'Anglais. Le sénéchal de Carcassonne n'avait donc point jugé urgent de pourvoir au remplacement de la garnison d'Aguilar. De leur nid d'aigle, Quéribus et Perpertus, revenus sous autorité royale après la folle aventure albigeoise, suffisaient à veiller sur la frontière méridionale du royaume. Or, voilà que 7 ans après, Aguilar, qu'on croyait mort, ressuscitait et reprenait son rôle de sentinelle. Le village en effervescence en était déjà à se demander s'il ferait la connaissance du nouveau capitaine et de ses hommes le prochain dimanche à la messe. Tout en cardant et filant la laine dont on tisserait les draps qui faisaient la renommée du village, les pucelles priaient en leur fort intérieur pour qu'il se trouvât dans la garnison quelques jeunes hommes aimables et forts dont elles puissent se rêver à loisir. Les paris allaient bon train lorsqu'un joyeux tintement de grelots annonça l'arrivée de maître Vital. Le nez et les oreilles rougis par la morsure du vent malgré son bonnet doublé de fourrure, emmitouflé dans une cape qui faisait 2 fois le tour de sa panse de bourgeois bien nourri, il se laissait bercer par le doux balancement de sa mule. Jacques Vital était marchand d'épices à Narbonne. Dans sa boutique s'empilaient jusqu'aux poutres du plafond des bocaux de grès portant des inscriptions en lettres dorées, d'où s'échappaient tous les parfums de l'Orient. Il possédait en outre, sur les coteaux au-dessus de Tuchan, quelques arpents de vigne dont il tirait un petit vin aigrelé qui faisait sa fierté. Une fois le mois, il laissait son échoppe à la garde de son épouse, à Lamberte, le vendredi, et montait au village. Quel que fût le temps, le voyait apparaître au bout du chemin le samedi peu avant midi. Il eût vraiment fallu des pluies torrentielles pour l'empêcher de venir vérifier par lui-même si le vieux Peytavi prenait suffisamment soin des cèpes et de leurs fruits. L'hiver, il surveillait la taille des sarments. L'été venu, il couvait d'un œil gourmand les grains qui se gonflaient de sucre et doraient lentement au soleil. Il lui semblait déjà voir sa coupe se remplir et ses papilles frémissaient d'un plaisir anticipé. Il ne vivait plus que dans l'attente des vendanges. Ses voyages mensuels faisaient sa joie. Aussi, malgré le froid qui blêmissait ses lèvres, c'est avec sa jovialité coutumière qu'il salua les villageois rassemblés. « Dieu vous garde, mes bons amis ! Que diable se passe-t-il céans? Les rues sont désertes et les bêtes folâtrent à l'abandon dans les champs. J'ai cru un moment que vous aviez fui loin de vos maisons pour échapper aux couteaux de détrousseurs ou de routiers en rupture de champ de bataille. La main appuyée sur le cœur, ou plus exactement sur les multiples épaisseurs de laine qui garantissaient sa poitrine des rigueurs de l'hiver, il fit mine de reprendre son souffle, coupé par une angoisse imaginaire. Par ces temps maudits, que n'allais-je imaginer? Vous m'avez fait une de ces peurs. J'en tremble encore, voyez !» Tendant devant lui un poing épais et velu, agité d'un frémissement ostentatoire, il prit à témoin les villageois qui faisaient cercle autour de lui, les yeux écarquillés. Les envisageant à la ronde, le marchand enchaîna un large sourire illuminant soudain sa face. « Mais Dieu soit loué, vous voici, mes amis, tous bien vifs et gaillards. Ce n'était donc point si grave. Quelle peut bien être alors la cause d'un tel émoi? Une arrivée inattendue peut-être. » Il forçait sa voix autant qu'il le pouvait pour lui donner un ton plus solennel et dramatique, mais l'étincelle malicieuse qui dansait dans ses petits yeux blancs le trahissait. « Allez, va, maître Jacques, vous en savez plus que vous ne voulez nous en dire. » La voix haut perchée de Narok interrompit la petite comédie de l'épicier que les villageois contemplaient bouche bée, sans savoir si c'était du lard ou du cochon. Mais la langue la plus agile et la plus acérée de Tuchan ne pouvait se taire bien longtemps. Comme un signal, tous se mirent à parler en même temps. « Dites-nous tout, maître Jacques. Savez-vous pourquoi le sénéchal nous envoie une nouvelle garnison? Qu'en dit-on à Narbonne? L'Aragon s'apprête-t-il à nous faire la guerre ?» Assailli par un essaim humain, vibrant et bruyant, le bonhomme se mit à rire, ravi de son petit effet. « Tout doux, mes amis, vous m'étouffez. Je viens d'avaler la poussière d'un long chemin et j'ai le gosier sec comme terre d'août. Je ne puis plus parler. Les mots me restent collés au palais. De grâce,
Laissez-moi me désaltérer d'un gobelet de notre bon vin des Corbières. Ensuite, la benoîte vierge m'est témoin, je vous dirai tout ce que je sais. » Avisant la treille accueillante, adossée au mur de la taverne à l'abri du vent, il s'accroula avec un soupir d'aise sur un escabeau qui traînait par là. Sous son poids, le bois émit un gémissement de protestation. Une lueur d'amusement filtrant entre ses paupières mi-closes, Jacques Vital regarda les villageois se disputer une place à ses côtés. Amiel Roch, vigoureusement poussé dans les reins par sa femme que la curiosité dévorait, parvint à s'emparer du bout du banc le plus proche du marchand. Roch était le drapier le plus étoffé du village, et il aimait à se donner des airs d'importance, comme si, en l'absence du châtelain et loin de l'abbaye de Fontfroide, qui détenait la contrée en seigneurie, il eût été nommé bayle de ce lieu. Il était tout en rondeur. Son ventre rebondi, son crâne chauve et luisant, ses joues perpétuellement gonflées de quelques nouvelles ou conseils qu'il prodiguait sans avarice même et surtout si on ne lui demandait rien. Mais son assurance et sa faconde au dehors n'avaient d'égal que sa docilité au logis. Il fit les doux devant son épouse à la main aussi leste que la langue. Narok était tant petite et sèche que son mari était gros et gras. On la voyait s'affairer de l'aube au coucher, toujours en mouvement, une natte maigrichonne, grise à présent, tressautant sur son dos, fronçant son nez pointu qu'elle adorait insinuer dans les affaires des autres. Elle n'avait de cesse de faire d'Amiel l'homme le plus influent de Tuchan, et elle n'hésitait point à le houspiller avec acrimonie s'il n'y mettait suffisamment d'ardeur. Nagila pouvait être satisfaite cette fois. Son mari avait emporté de haute lutte la place si convoitée aux côtés de l'épicier Narbonnais, d'où il pourrait mener l'interrogatoire. Les autres durent se contenter de rester debout sans rien dire, agglutinés en grappe, certains même perchés sur un muret voisin, pour mieux ouïr les révélations de maître Vital. Celui-ci prit tout son temps pour essuyer d'un large revers de main quelques gouttes de vin vermeil qui perlaient à la commissure de ses lèvres. Étouffant un rot béat, il rendit son gobelet à Sicard le tavernier, puis les mains croisées avec volupté sur l'estomac, il daigna enfin commencer son récit. Le jour touchait à sa fin et j'approchais de Villesec, où, vous le savez, je fais toujours halte pour la nuit lorsque je monte ici. Il y a là-bas une petite auberge fort accueillante, tenue par une accorte veuve encore dans la fleur de l'âge. Avouez, mes bons amis, ce serait pitié que de laisser de tels appâts se faner, faute de leur accorder les soins appropriés. Ces bons amis s'agitèrent, inquiets de le voir se lancer dans une longue tirade émue sur cette veuve en mal de compagnie, sans doute digne du grand intérêt que lui portait le marchand, mais tout de même fort éloigné de leurs préoccupations du moment. Rappelé à l'ordre par des soupirs excédés, Vital remit sa rêverie à plus tard. J'approchai donc de l'auberge, et ma mule pressait le pas, sentant déjà le fourrage et l'écurie, lorsqu'une troupe de cavaliers surgit sur le chemin derrière nous. Ils étaient une petite dizaine, enveloppés dans de grandes capes sombres qui cachaient jusqu'à leur visage, et ils traînaient après eux des chevaux de bas. Ils nous dépassèrent au grand galop, ma mule et moi, dans un tourbillon de poussière, et je n'en aurais pas su plus que vous, mes bons amis, si à ce moment précis, une brusque rafale de vent n'avait démasqué celui qui semblait mener ces mystérieux cavaliers. Oh, ce fut l'espace d'un éclair, juste le temps de reconnaître, stupéfait, le nez busqué et la cicatrice au coin de l'œil. Lui aussi m'a reconnu, je pourrais en jurer. Il s'est laissé distancer et s'est retourné un instant avant de piquer des deux et de rejoindre les autres. Même vieilli et blanchi, je ne saurais me tromper, c'était le sire de Marquez. À ce nom, un cri de surprise jaillit de toutes les poitrines. Seuls les enfants qui n'étaient point encore nés à l'époque ignoraient qui était Guillaume de Marquez, lieutenant du dernier châtelain d'Aguilar, mais véritable maître de la place. Roger de Montclar, châtelain en titre, prisait peu le métier des armes, plus préoccupé de poésie et de dévotion. Il avait laissé à Guillaume, qu'il considérait comme son frère, et même plus encore, le commandement de la garnison et la conduite des patrouilles qui incombaient aux défenseurs d'une forteresse royale. 12 ans auparavant, Roger avait soudain fait vœu de partir en Terre Sainte, expier ses fautes et celles de ses ancêtres sur le tombeau du Christ. C'était pure folie, et Guillaume avait tenté de l'en dissuader. Les lieux saints étaient retombés depuis longtemps aux mains des infidèles qui détroussaient et massacraient sans pitié les pèlerins osant s'aventurer en Palestine. Les Francs avaient même perdu leur dernière possession de Syrie à la fin du siècle dernier, et Roger n'avait aucune chance de voir les remparts de Jérusalem. Mais rien n'y fit. Le sire de Montclar restait pour une fois, car il était de nature fort indécise, inébranlable en sa résolution. Marquez obtint seulement de l'escorter avec quelques fidèles. Ils étaient partis un beau matin du mois de mai, vers Aigues-Mortes, où ils espéraient s'embarquer pour Chypre, et nul ne les avait revus depuis.
Êtes-vous sûr de ce que vos yeux ont vu, maître Vital? Est-il possible que ces messieurs du château ne soient point morts sur le chemin du Saint-Sépulcre, ainsi que nous l'avions tous cru? Amiel Rock fut le premier à reprendre ses esprits et à rompre le silence incrédule qui s'était subitement installé sur la place. Le visage congestionné, il se pencha plus avant encore vers l'épicier, manquant de peu renverser le banc sur lequel il était assis à califourchon. « Monclar, je ne saurais dire. Mais Marquez, je l'ai vu aussi vrai que je suis ici devant vous. Je l'ai trop souvent rencontré autrefois, chevauchant par tout le pays pour me tromper. » Et la suite, ce sera pour demain.